M. Zelensky déclare publiquement qu'il ne veut aucun cessez-le-feu tant que les Américains ne lui garantissent pas qu'en cas de nécessité, ils bombarderont la Russie avec des armes nucléaires. C'est en ces termes qu'il pose la question. Notre expérience des relations avec l'Occident nous a appris à ne pas croire en ses promesses et à ne juger que sur la base d'actions concrètes et pratiques. Les dernières années nous ont donné une bonne leçon. Est-ce que Sergueï Lavrov n'a-t-il pas raison de qualifier les responsables de l'OTAN et la bureaucratie bruxelloise de tragico-comiques? Selon Sergueï Lavrov, la position des pays européens est également difficile à comprendre car elle est assez instable et évolue en fonction des idées qui émergent chez certains. Et il a dévoilé la vérité sur la prétendue victoire d'Ukraine au début du conflit, lorsque le retrait des chars et des soldats russes n'était en réalité qu'un geste de bonne foi de la Russie pour parvenir rapidement à un accord. En avril 2022 à Istanbul, où un accord a été trouvé sur la base des principes proposés par les Ukrainiens eux-mêmes. Ils nous ont demandé, en guise de geste de bonne volonté, d'arrêter l'avancée de nos troupes et même de reculer légèrement, ce que nous avons fait. Le seul résultat a été que l'Occident, par l'intermédiaire du Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a interdit à l'Ukraine de signer le document qu'elle avait elle-même initié. Et ils ont tous crié victoire d'Ukraine sur l'armée russe, mais aujourd'hui la réalité donne raison à Sergueï Lavrov. Pour Sergueï Lavrov, la position russe est claire et constante. Nous ne cesserons les hostilités que lorsque ces négociations aboutiront à un résultat solide et durable qui conviendra à la Fédération de Russie. Suivez l'explication de la Russie sur les conditions de cessation du conflit. Sergueï Lavrov explique quand la Russie mettra fin aux actions militaires en Ukraine. Monsieur Lavrov, vous avez mentionné qu'il y avait certains contacts entre l'Amérique et les États-Unis. Comment ces contacts peuvent-ils contribuer à la situation? Et, compte tenu du rôle de médiateur de la Turquie, pensez-vous que la Turquie pourrait à nouveau accueillir ou fournir une plateforme pour ces négociations? D'un autre côté, Zelensky a évoqué la sécurité internationale et les garanties de sécurité. Peut-on savoir ce que vous pensez de ces garanties de sécurité? Il a également déclaré que la Turquie et les pays européens devraient être inclus dans ce processus. Quelle est votre opinion sur l'ensemble de ce processus, Monsieur Lavrov? Vous savez, je ne peux que confirmer notre position, car elle n'a pas changé, contrairement à celle du personnage que vous avez mentionné, qui la modifie bien plus souvent que ses t-shirts verts. La position des pays européens est également difficile à comprendre, car elle est assez instable et évolue en fonction des idées qui émergent chez certains. Sur ce point, la position des États-Unis se distingue, elle est exprimée de manière cohérente et ne se limite pas à appeler immédiatement à un cessez-le-feu en abandonnant la ligne de contact pour ensuite réfléchir à la suite. Nous avons toujours souligné qu'un tel scénario ne nous conviendrait pas. Ce scénario a déjà été testé en avril 2022 à Istanbul, où un accord a été trouvé sur la base des principes proposés par les Ukrainiens eux-mêmes. Ils nous ont demandé, en guise de geste de bonne volonté, d'arrêter l'avancée de nos troupes et même de reculer légèrement, ce que nous avons fait. Le seul résultat a été que l'Occident, par l'intermédiaire du Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a interdit à l'Ukraine de signer le document qu'elle avait elle-même initié. On a alors déclaré que l'Ukraine devait continuer à affaiblir la Russie, qu'elle recevrait des armes, mobiliserait ses forces et combattrait aussi longtemps qu'il le faudrait jusqu'à ce que la Russie subisse une défaite stratégique sur le champ de bataille. Par conséquent, nous ne considérons plus les conseils venant de cette partie comme pertinents. Le président a clairement déclaré que nous sommes prêts à négocier avec l'Ukraine, l'Europe ou tout autre représentant de bonne volonté souhaitant contribuer à la paix. Cependant, nous ne cesserons les hostilités que lorsque ces négociations aboutiront à un résultat solide et durable qui conviendra à la Fédération de Russie. Lors de notre rencontre à Riyad avec nos collègues américains, nous avons salué le fait que le président Trump a publiquement et à plusieurs reprises affirmé que la tentative d'entraîner l'Ukraine dans l'OTAN était une erreur. Il a déclaré que s'il avait été président, il n'aurait jamais permis une telle orientation politique, évitant ainsi toute crise, selon ses propres termes. Il ne fait aucun doute que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN est l'une des causes fondamentales du conflit actuel. L'un des conseillers de Donald Trump a déclaré que la guerre avait été provoquée et qu'il n'était pas nécessairement certain que ce soit la Fédération de Russie qui l'ait déclenchée. Cette guerre avait été préparée depuis longtemps à Washington sous l'administration démocrate, ainsi qu'à Bruxelles au sein de la bureaucratie. Quelle garantie de sécurité? À Istanbul, en avril 2022,
Les garanties de sécurité ont été discutées au nom des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi qu'au nom de la Turquie et de l'Allemagne, mais sous la condition d'un renoncement à l'adhésion à l'OTAN. Tout avait été détaillé sur la manière dont ces garanties devaient fonctionner. Elles étaient donc bien sur la table, et c'est la délégation ukrainienne elle-même qui les avait formulées dans une politique de non-alignement, sans adhésion à aucune alliance militaire. Mais l'Occident l'a interdit. Il faut donc maintenant voir qui prendra réellement la décision finale. Voilà la situation dans laquelle l'Occident s'est placé, s'excluant ainsi lui-même de la table des négociations. J'espère que vous... Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle réunion du Conseil des affaires du ministère des Affaires étrangères. Nous nous rencontrons régulièrement dans ce format pour discuter de sujets d'actualité qui se situent à l'intersection de la politique étrangère et de l'économie, tant externe qu'interne. Ces deux aspects sont étroitement liés. À l'étape actuelle du développement historique, un échange régulier et substantiel d'opinions, ainsi qu'une coordination des efforts, sont particulièrement nécessaires. En effet, une guerre hybride, et dans un certain sens une guerre tout court, a été déclenchée contre la Russie. Des tentatives sont faites pour inverser le processus objectif de formation d'un monde multipolaire. Dans le domaine économique, des mesures restrictives, des sanctions et d'autres méthodes de concurrence déloyale sont utilisées. Les chaînes de production et de distribution sont détruites, la charge de la dette artificiellement créée augmente et une fragmentation de l'environnement normatif et réglementaire se produit. Les gouvernements des pays occidentaux, abusant de leur position monopolistique dans les organisations financières internationales et d'autres institutions de gouvernance mondiale, sapent les principes mêmes qu'ils ont promus pendant des décennies, les 30 à 40 dernières années, comme universels, garantissant un développement harmonieux de tous les pays sans exception, à travers une division rationnelle du travail, la protection de la propriété et la présomption d'innocence. Tout cela a été abandonné lorsqu'il s'est agi d'obtenir un effet géopolitique en préparant l'Ukraine à s'opposer à la Fédération de Russie. Tout ce qui est lié aux conséquences de cette position myope et à courte vue de l'Occident, malgré les tendances négatives qu'il est impossible de dissimuler, n'annule pas le fait fondamental du déplacement progressif et constant du centre du développement mondial de la région euro-atlantique vers la région Asie-Pacifique, plus largement, vers l'Est et le Sud globaux. C'est là que se forme déjà la majeure partie de la croissance de l'économie mondiale. Ces statistiques reflètent clairement un processus et une tendance historique. De nouveaux pôles d'attraction pour le commerce et les investissements émergent, des modèles économiques alternatifs se construisent, et les concepts occidentaux qui ne correspondent plus aux réalités changeantes sont rejetés, bien qu'ils aient semblé immuables il y a encore peu de temps. L'Occident a tout fait pour saper la confiance en eux. Dans ces circonstances difficiles, les opérateurs économiques russes démontrent une grande résilience, une volonté et une capacité à travailler de manière productive sur les marchés étrangers. Beaucoup ont pris un rythme soutenu dans l'exploration de nouvelles directions de coopération avec des partenaires étrangers. Un certain nombre de projets ambitieux dans divers secteurs de la coopération économique bilatérale et multilatérale, ainsi que dans le cadre de formats d'intégration, sont mis en œuvre avec succès. Le ministère des Affaires étrangères considère l'appui politico-diplomatique aux entreprises nationales sur les marchés étrangers comme l'une des priorités de son action. Nous estimons qu'il est essentiel de défendre, conjointement avec les départements économiques du gouvernement et les entreprises nationales, la souveraineté de la Fédération de Russie, en renforçant systématiquement une interaction constructive avec un large éventail de pays intéressés du grand monde. Nous sommes convaincus que, tôt ou tard, des approches raisonnables pour établir une interaction mutuellement bénéfique et honnête avec la Russie s'imposeront également dans les pays dont les gouvernements prennent aujourd'hui des mesures hostiles, voire, pour être direct, ouvertement hostiles à notre égard. Les premiers signes d'une prise de conscience de cette nécessité peuvent déjà être observés chez certains d'entre eux, si l'on veut bien les voir. Cependant, nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de nos adversaires actuels, qui ont déclaré que leur objectif était de nous infliger une défaite stratégique, y compris pour des raisons de principe. Premièrement, notre expérience des relations avec l'Occident nous a appris à ne pas croire en ses promesses et à ne juger que sur la base d'actions concrètes et pratiques. Deuxièmement, les dernières années nous ont donné une bonne leçon. Nous ne pouvons plus permettre que les secteurs clés de notre économie, de notre finance et de notre secteur technologique dépendent des caprices des fournisseurs occidentaux. Dans les domaines les plus importants, ceux qui assurent la sécurité militaire, alimentaire et économique du pays, nous devons être autosuffisants.
Cela suppose, bien sûr, une interaction avec nos partenaires et alliés stratégiques. Je suis convaincu que les principales entreprises russes joueront un rôle essentiel dans la formation d'une nouvelle paradigme des relations économiques internationales et dans l'établissement de mécanismes de coopération durable avec des partenaires étrangers. Sans concessions unilatérales et sans compromettre la réalisation des objectifs de développement national à long terme et la souveraineté de la Fédération de Russie dans son sens le plus large. Aujourd'hui, nous avons une excellente occasion de discuter en détail des formes possibles de collaboration et des mesures pratiques que nous pouvons élaborer et entreprendre dans ce format. Il est important pour nous de comprendre les besoins pressants de la communauté des affaires russes et de sentir dans quel domaine précis la combinaison de nos efforts apportera des bénéfices et une valeur ajoutée à l'État et aux citoyens.